Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si je vous retrouve dans ce setup un peu bizarre, c'est parce que j'avais oublié de filmer l'introduction de cette vidéo. Je vais pas parler pendant 3 heures, donc commençons tout de suite avec la deuxième partie sur la Fashion Week haute couture automne 2021-2022. Pour remettre les choses dans leur contexte, Jean-Paul Gaultier, donc le couturier français, il a pris sa retraite en janvier 2020 avec un show absolument incroyable. Mais c'est pas une vraie retraite, puisqu'en fait il a décidé de faire appel à différents créateurs, que ce soit pour le prêt-à-porter ou pour la haute couture, pour qu'ils viennent réinterpréter les codes de la maison Jean-Paul Gaultier. Pour ouvrir le bal, il a fait appel à Chitose Abe, la créatrice japonaise de Sacai. C'est une marque qui est connue pour ses basiques revisités, que ce soit la jupe plissée, la chemise, le bomber ou le t-shirt. Un peu comme le tweed pour Chanel, c'est difficile de faire un défilé Jean-Paul Gaultier sans le fameux corset à 5 coniques, créé pour la collection automne 1984. Donc ce corset, Chitose Abe l'a fait émerger d'une sorte de costume bleu à rayures tennis, et certains panel était complètement transparent, donc ce qui laissait apparaître une combinaison moulante avec un effet tatouage qui rappelle justement la collection tatouage de 1994 de Jean-Paul Gaultier. On retrouve aussi les rayures tennis sur ce pantalon qui est absolument totalement dramatique et sur un autre ensemble de costumes déstructurés. Elle réimagine aussi le trench coat qui est aussi bien un classique du vestiaire de Sacai que de Jean-Paul Gaultier, avec les synchroniques encore une fois. Elle réserve le même sort au bomber, à la doudoune, enfin bref, tout est totalement déstructuré. Elle réinterprète aussi le pull d'Aran qui est fait à partir de laine de l'île d'Aran en Irlande, qui est un classique aussi de chez Jean-Paul Gaultier. Et le look qui a fait surtout parler dans ce défilé, c'est celui-là qui est un hommage à Jean-Paul Gaultier, donc autant l'homme que les créations Jean-Paul Gaultier, avec sa coupe de cheveux blonde peroxydée en brosse, qui porte une marinière et le tartan sur le bas, qui a un motif à carreaux écossais. Sur plusieurs tenues, on voit écrit « Enfant terrible » au pluriel, parce que l'enfant terrible de la mode, c'était le surnom de Jean-Paul Gaultier. Et enfin, dans les derniers looks, on a la revisite du bleu de travail, qui est également un incontournable de la maison. Passons à Viktor & Rolf. La maison néerlandaise Viktor & Rolf a été créée par Victor Horsting et Rolf Snoren en 1993. Donc eux, ils ont commencé par la haute couture avant de passer au prêt-à-porter au début des années 2000, puis de revenir à la haute couture en 2014. Cette collection, elle a été présentée dans la chapelle expiatoire à Paris, là où Marie-Antoinette et Louis XVI ont été enterrés. Et c'est un endroit plutôt à propos puisque la collection s'appelle les New Royals et met en relation mode et monarchie avec ce côté humoristique qui caractérise la maison. Ils ont pas mal été inspirés par les nombreux buzz autour de la famille britannique ces derniers mois, que ce soit l'interview de Meghan et de Harry par Oprah Winfrey, ou encore la série The Crown avec l'introduction du personnage de Lady Di. Donc l'idée de cette collection, c'est de questionner ce que signifie la monarchie et de parler de cette différence entre l'image qu'elle essaie de renvoyer et en réalité ce qui se passe derrière les coulisses. Et c'est un décalage que les créateurs ont voulu matérialiser par un décalage entre les matières et ce qu'elles prétendent être. Par exemple, on a pas mal de broderies en jacquard et en lurex. On a aussi ces capes qui sont traditionnellement en fourrure dans la royauté mais qui là sont en raffia. On a cette énorme cape gigantesque qui a un effet un peu hermine. On a des bijoux et des pierres totalement ridicules par leur grosseur et qui sont en toque. Regardez par exemple ce manteau en fausse fourrure avec un ourlet en raffia. Et tout le liseré, je sais pas en quoi il est fait, mais on dirait vraiment que c'est une vieille décoration de Noël qui a été prise au fond du sac de déco. Enfin, on a vraiment une opulence de vêtements, de texture, de volume qui rappelle un peu le défilé phare de Viktor & Rolf qui a eu lieu en automne 99 et qui s'appelle Ruchandel, où il y avait un seul mannequin sur lequel les créateurs empilaient des vêtements et à la fin elles se retrouvent avec une couche énorme. À travers cette collection Viktor & Rolf, ils ont aussi voulu mettre la lumière sur le côté très patriarcal de la monarchie. Par exemple avec ces énormes écharpes sur lesquelles il y a pas mal de messages comme Live like a king qui est barré et il y a marqué Queen à la planche, donc vie comme une reine, ou encore celui où il y a marqué Princess Snow Beach Queen. Et c'est vrai qu'il y a un côté assez cartoonesque de BD dans ces énormes banderoles. Il y a aussi Don't be a drag, just be a queen qui est extrait de Born This Way de Lady Gaga. Enfin bref, moi j'ai vraiment adoré cette collection, que ce soit sur le fond ou sur la forme. Je vous ai déjà parlé plusieurs fois de Charles de Villemorin, ce jeune créateur français de 24 ans qui a fait sa première collection couture en janvier dernier et qui a été nommé quelques temps après directeur artistique de Rochas, donc une très grande maison
française. Et si pour sa première collection, il s'était inspiré du monde extrêmement coloré de l'artiste Niki de Saint-Phal, et ben là, what a shock, il a fait une collection 100% noire. Il a dit qu'il voulait montrer qu'il était capable de faire autre chose. Il voulait faire des pièces plus accessibles, plus portables. Enfin, entre cette collection et la précédente, je sais vraiment pas laquelle est la plus portable, mais passons. Pour cette collection, il a fait appel à la chanteuse Johanna et au chanteur français Bilal Hassani. Et je trouve que c'est assez malin parce que c'est deux personnalités qui sont assez populaires auprès des jeunes. Et donc il a mis en scène sa collection dans un décor désertique, on dirait que c'est le Sahara, alors que c'est une carrière de sable à 70 km de Paris. Côté fringues, il y a vraiment un mood assez dark que j'aime beaucoup, ça fait un peu conte gothique, comme cette tenue à épines dorsales qui me donne vraiment des vibes de Godzilla. On retrouve des robes noires très fluides avec des plumes de coq qui viennent agrémenter la tenue, ou cette robe noire à bord effiloché avec une sorte d'excroissance de tissu qui fait penser à un perroquet, donc il y a un peu une vibe de piratesse des sables, ou encore cette robe-là qui fait penser à un monstre marin tout droit sorti de l'univers de Lovecraft. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi des pièces plus commerciales, ce qui n'était pas forcément le cas dans sa première collection, avec ce bomber et cette jupe recouverte du monogramme Charles de Vilmorin, ou encore cette combinaison noire. Et Charles de Vilmorin expliquait que c'était justement grâce à son travail chez Rochas qu'il a appris les aspects plus commerciaux du métier. Enfin, en tout cas, je trouve cette collection très réussie, très intéressante, et elle m'a surprise, et c'est tout ce que j'attends d'une collection. Et j'ai très hâte de voir ce que Charles de Vilmorin va nous faire ensuite. Comme pour Charles de Vilmorin, c'était la deuxième collection haute couture de Kim Jones pour Fendi. Mais contrairement aux designers français, j'avais vraiment pas aimé cette collection-là, que j'avais trouvée vieillotte. Même Kate Moss, on aurait dit une grand-mère dans sa robe, toute raide, enfin c'était pas moderne, j'avais vraiment pas aimé. Et comme Kim Jones est quand même quelqu'un d'extrêmement reconnu dans le milieu du menswear, notamment chez Dior, j'avais quand même très hâte de voir ce qu'il allait faire pour sa deuxième collection haute couture, donc on va en parler tout de suite. Pour cette collection, Kim Jones a voulu rendre hommage à l'histoire de Rome et à l'écrivain italien Pier Paolo Pasolini. La vidéo de présentation a été tournée dans le Palazzo della Civiltà Italienne, qui est en fait le siège de la maison Fendi. Et ça a été filmé par Luca Guadagnino, qui est derrière le film Call Me By Your Name et le remake de Suspiria. Et qui dit hommage à Rome, dit robe antique avec des plissés. Mais c'est pas forcément les robes fluides qu'on a l'habitude de voir, c'est des robes qui ont un peu plus de corps et de matière, comme vous pouvez le voir. On a pas mal de robes transparentes avec des broderies à fleurs qui rappellent un peu les fresques antiques. On en a d'autres qui font un peu plus années 20 avec des coupes droites, colonnes. Au niveau des époques et de l'inspiration, ça part un peu dans tous les sens. On a aussi des robes inspirées du 19e siècle qui, moi, ne me plaisent pas du tout. Ce que j'ai préféré dans cette collection, c'est le motif mosaïque que je retrouve vraiment très bien répliqué. Donc on le retrouve sur ce boléro, ce pull que j'aimerais beaucoup me procurer. Version dorée sur cette robe de soirée. On le retrouve aussi sur ces chaussures en version gris ou blanc nacré que je trouve vraiment très jolie. Et pour rester dans les chaussures, on a vraiment un détail hyper intéressant sur le talon des chaussures qui forme une arche et qui est un clin d'œil à l'architecture donc du siège de Fendi avec toutes ces arches. J'aime beaucoup l'idée de ces gants transparents avec des broderies. Encore une fois, les gants opéra, c'est quelque chose qui revient très souvent. On va encore les revoir dans le défilé Valentino. On retrouve la même broderie sur cette robe portée par Lila Grace Moss, qui est la fille de Kate Moss. Après, je suis pas forcément fan de ces total look blancs que je trouve assez plats. On a aussi des motifs marbre, mais la robe en elle-même, je suis désolée, mais c'est pas fou. Et celle-là, c'est pareil, celle-là aussi. C'est de la haute couture, donc forcément, on a un gros travail sur les matières. On a de la plume, du tulle, des broderies, etc. Enfin, tout ce qu'on a l'habitude de voir dans un défilé haute couture classique. Mais j'avoue que d'habitude, je suis pas forcément fan du travail des plumes, mais là, j'ai trouvé vraiment que ça apportait quelque chose d'extrêmement léger. On aurait vraiment dit que c'était des nuages en mouvement. Et enfin, Kim Jones a voulu terminer son défilé par une dose de paillettes, avec cette robe bustier ou encore ce costume gris et noir. Pour moi, c'est la meilleure collection de Kim Jones pour Fendi, mais je trouve que ça manque encore un peu de cohérence, ça fait un peu fouillis et je trouve qu'on n'a pas encore cette patte Kim Jones et j'aimerais beaucoup qu'il pousse le curseur encore plus loin. Pour cette saison de la Fashion Week Haute Couture, il y avait deux membres invités. Il y avait la marque indienne Vaishali S et la marque américaine Pier Moss. Et on va tout de suite commencer avec Vaishali S. Déjà, je m'excuse pour la prononciation parce que je parle pas du tout indien. Vaishada Chadangoulé, c'est la première créatrice indienne à défiler pendant la Fashion Week Haute Couture à Paris. Sa marque est implantée depuis 20 ans en Inde et elle a une notoriété assez importante. Pour cette collection, elle a voulu faire un parallèle entre la respiration essentielle à la vie sur Terre
et le fil qui est essentiel à l'industrie du textile bien évidemment. Cette collection est très intéressante parce qu'elle est loin de tous les clichés qu'on peut avoir de l'Inde en Occident. À travers 30 silhouettes, elle a vraiment voulu mettre en avant l'artisanat local et la richesse de la tradition du textile en Inde. On a un travail assez fou de plissé qui rappelle les courbes des coraux, des feuilles d'arbres et des écorces. Et je vous jure, je pourrais passer des heures à zoomer sur les textiles, etc. tellement c'est beau. Par exemple, elle a utilisé du khadi qui est un tissu traditionnel indien qui est filé à la main grâce à une technique qui respecte l'environnement et c'est fait notamment à partir de soie, de coton ou de laine, donc des matières naturelles. Elle utilise aussi le chandéri qui est une matière qui est utilisée notamment pour les saris qui est plus ou moins transparente. Il y a aussi une technique assez particulière de cordage qui servent d'éléments de décoration mais aussi à structurer la robe comme on voit là par exemple ça s'enroule autour des hanches, c'est vraiment magnifique. Et Vaïssa Ali, elle est très impliquée justement dans la promotion de ce savoir-faire. Elle a passé des jours à chercher des familles de tisserands qui faisaient une technique particulière de tissage. Sauf qu'elle les a rencontrés, ils n'utilisaient plus leur métier à tisser parce que ça leur rapportait pas assez d'argent. Mais elle a réussi à les convaincre de faire tourner 50 métiers à tisser. Elle a fait travailler comme ça 900 familles de tisserands indiens. Il y a aussi un truc hyper intéressant qu'elle a dit, c'est que les plus grands couturiers du monde utilisent ces techniques-là de ces tisserands indiens. Et en gros, il serait temps de se les réapproprier. Alors c'est sûr que faire travailler des artisans one shot juste pour une collection, c'est pas l'idéal, mais c'est toujours mieux que les grandes maisons comme Dior ou Chanel qui font appel à pas mal d'intermédiaires et du coup au final on sait pas vraiment où va l'argent. Et donc c'est le défilé Pyer Moss qui a clôturé cette Fashion Week haute couture. Donc comme pour la marque Vaïssa Ali, Pyer Moss était un membre invité pour cette saison. Et autre similitude avec Vaïssa Ali Chadangoulé, qui était la première créatrice indienne, Kerby Jean Raymond, qui est le directeur artistique de Pyer Moss, est le premier créateur noir à défiler pour la Fashion Week haute couture. Kerby Jean Raymond, c'est donc un créateur américain de 32 ans qui est connu pour utiliser la mode comme un moyen de valoriser la culture noire. C'est un fervent défenseur du mouvement Black Lives Matter et en 2016 pour la Fashion Week de New York, en introduction de son show, il avait diffusé une vidéo où des policiers blancs brutalisaient des jeunes hommes noirs, ce qui avait, oh mon dieu, choqué les pauvres gens de la mode à l'époque. Déjà revenant sur les lieux, le défilé s'est déroulé à la Villa Levaro à New York, dans les jardins de l'ancien manoir de Madame C.J. Walker, qui en fait était une fille d'esclave et qui est devenue la première femme noire américaine millionnaire. Le show s'est ouvert par un discours d'Elaine Brown, qui est une ex-leader du Black Panther Party, un mouvement révolutionnaire de libération afro-américaine, et son speech Power to the People parlait de l'histoire du parti et posait la question de la place des personnes noires dans la société d'aujourd'hui. We knew that the only way we would find freedom in America was through revolutionary change, because the very foundation of this country, this racist, capitalist, oppressive country, was the foundation of our oppression. So it all had to go. We wanted revolutionary change and we were the revolutionaries. I am a revolutionary. Dans ce défilé, il y avait 25 looks et chaque tenue rendait hommage à une invention faite par une personne noire. On a par exemple là une robe tringle à rideaux qui rend hommage à son inventeur Samuel Scroton. Ici, l'échelle de secours de Joseph Winter. Et là, cette robe très volumineuse est une allusion au fer à cheval. Il y a des looks très assumés, presque cartoonesques, qui font penser au Moschino de Jeremy Scott. Par exemple, ce pot de beurre de cacahuète qui est en hommage à George Washington Carver, qui a inventé plus de 300 manières de consommer la cacahuète. On a la tenue pistolet à eau, la robe feu tricolore ou encore la tenue cornet de glace. Et on a d'autres looks qui paraissent plus travaillés, peut-être plus subtils dans le message. Là par exemple, on a cette robe qui rend hommage au peigne à défriser, la robe lampe, le masque à gaz, la robe cadenas ou encore la tenue qui rend hommage aux machines à écrire avec des petites touches au niveau de la ceinture et des feuilles qui forment une sorte de petite jupette. Il y a une tenue qui m'a vraiment frappée quand je l'ai vue sur le podium. C'est celle qui rend hommage au dispositif qui permet d'essorer la serpillière. On a une énorme main qui vient sur l'épaule et qui tient donc la serpillière, mais qui également enserre le modèle. Comme autre look très fort, on a aussi celui-là avec le frigo où il y a des magnettes qui écrivent But who invented Black Trauma, qu'on peut traduire mais qui a inventé le traumatisme noir, qui s'apparente un peu à un syndrome post-traumatique qu'ont vécu certaines personnes victimes de racisme de manière directe ou indirecte. Je sais pas si j'explique très bien, mais je vous mettrai des liens en barre d'infos si vous voulez faire des recherches supplémentaires à ce sujet.
Pour revenir en show en lui-même, j'ai vu énormément de débats sur Twitter disant mais c'est pas de la vraie couture, c'est du costume. Et je trouve que c'est en ça que Pierre Moss a réussi son coup. C'est que son show fait énormément parler de lui, que ce soit sur le fond ou sur la forme. Personnellement, c'est le genre de show que j'adore regarder parce que qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ça provoque une réaction. J'avoue que quand j'ai vu le défilé en direct et que j'ai vu une robe à feu tricolore ou un pistolet à eau, je me suis dit mais what the fuck, c'est quoi ? Et il y a aussi d'autres looks que je me suis dit, mais waouh quoi. Comme celle-là avec cette cape recouverte de centaines de bigoudis sur lesquels sont enroulées une mèche de cheveux. Et puis comme ça t'intrigue, tu fais des recherches et là tu captes que c'est des références à des inventeurs noirs qui sont un peu tombés dans l'oubli et tu te dis, mais putain, le mec est un génie. Non seulement il te titille la rétine avec son travail, mais en plus tu te couches moins con. Petit bonus parce que je suis quand même sympa, je vais vous parler du défilé Valentino qui a donc eu lieu en dehors du calendrier officiel de la Fashion Week Haute Couture parce que Pier Paolo Piccioli, le directeur artistique, veut rien faire comme tout le monde. Et en plus d'être en dehors du calendrier officiel, le défilé a eu lieu à Venise, à des centaines et des centaines de kilomètres de Paris. Plus exactement, il a eu lieu au Gaggiandre de l'Arsenal de Venise, désolé pour l'accent, mais qui est un ancien chantier naval. C'était un défilé en présence de public et il y avait un dress code, celui d'être totalement en blanc. Du coup, il y avait un contraste entre les invités en total look blanc et les looks du défilé qui envoyaient du pâté niveau couleur. Et en même temps, dans le fond, il y avait le soleil qui se couchait sur l'eau. Et Pier Paolo Piccioli est justement connu pour ce côté très poétique. Ce show s'appelle Valentino des ateliers, une manière de mettre en avant l'art dans la mode. Et pour ça, Pier Paolo Piccioli, il a fait appel à 17 artistes d'horizons différents et il a demandé de créer des tenues inspirées de leurs propres œuvres. Par exemple, on a la peintre allemande Kerstin Brach qui aime beaucoup expérimenter avec les différents jeux de textures. Là, elle a imaginé ce manteau qui mélange velours, fourrure, sequin et cette robe en crêpe de soie. Et pour cette tenue, il n'y a pas moins de 46 collages de textiles différents. L'artiste Patricia Traib a bossé sur 5 tenues, dont cette robe de bal qui a nécessité 140 mètres de tissu et 88 textiles différents. Et la collaboration que j'ai préférée, c'est celle avec l'artiste milanais Alessandro Teoldi, qui fait beaucoup de collages textiles, on peut reconnaître des mains et des bras. Il a notamment fait cette magnifique robe avec des tissus rouges présents dans les archives de Valentino. Dans le même style, il a fait cette tenue-là et cet ensemble de costumes gris. Et en parlant de costumes, parlons des hommes, parce que je pense que c'était vraiment ma partie préférée. Comme Demna Gvasalia pour Balenciaga, il s'est dit qu'il y avait un filon à prendre pour les hommes en haute couture, et qu'est-ce qu'il a bien fait. Il y a vraiment une maîtrise dans le tombé des tissus, regardez cette cape, la richesse des couleurs. Regardez la richesse de ce bleu clin, ce camailleux de vert, ce pantalon rose ou ce total look lilas. On a aussi ces espèces de jupes qui viennent par-dessus le pantalon et qui, après Prada, confirment le retour de la jupe culotte chez l'homme, and I'm here for it. Valentino, c'est aussi une marque très connue pour ses robes de soirée qui font absolument rêver. Et on a vraiment été servi avec ces volumes incroyables et ces couleurs absolument sublimes. Comme ce vert à la limite du flou qui pourrait faire cheap mais qui ne l'est pas du tout. On a ce violet extrêmement riche, ce jaune safran, ce rose bubblegum, ce fuchsia, ce chocolat et bien évidemment le rouge Valentino qui est un classique de la marque. Et bien sûr, je peux pas finir sans parler de ce chapeau absolument magnifique qui m'a rappelé un peu le chapeau du défilé Balenciaga, surtout associé avec ses gants d'opéra. Et c'est pas étonnant puisque c'est le même modiste Philip Tracy qui a fait le chapeau Balenciaga, qui a fait celui de Valentino. Sauf que cette fois, c'est un chapeau qui est tout en plume, tout en légèreté, avec quelques fibres plus longues qui volent à l'arrière des modèles lorsqu'elles marchent. Et on dirait vraiment des méduses en mouvement, c'est absolument magique. Voilà, c'est enfin fini. Félicitations à vous si vous êtes restés jusqu'au bout. Je vous fais de gros bisous et à la prochaine. Ciao!